Salut à tous, la team OL, ton même show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, les gones, sous mon abribus préféré parce qu'il pleut, il vente à Lyon, conditions un peu automnales, hivernales, j'ai mis ma doudoune quand même. Si je vous parle ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet brûlant, c'est cette guerre finalement ouverte entre supporters et joueurs de l'Olympique Lyonnais qui couvait depuis un petit moment et qui s'est révélé à son grand jour après le match contre Leipzig, après la qualification avec ces incidents qui ont éclaté entre Memphis Depay et un supporter des Bad Guns, même plus globalement avec les Bad Guns et les joueurs, et puis avec cet incident avec Marcelo aussi, puisque c'est Marcelo qui était ciblé. Alors cette guerre entre le virage nord et Marcelo, parce que c'est celle-là qui est à l'origine de tout, elle a commencé à l'aéroport de Lisbonne avec un front entre Marcelo et un supporter des Bad Guns. Apparemment Marcelo aurait défié les supporters qui étaient remontés contre le match perdu de l'Olympique Lyonnais. Et c'est comme ça que la situation se serait envenimée. Alors Marcelo, à partir de ce moment-là, était pris en grippe, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, sifflé très régulièrement. Et puis, ça a été un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, puisque les supporters lyonnais, les Bad Guns, ont fait une bâche à l'effigie d'un âne représentant Marcelo, avec un Marcelo dégage. Mais on peut parler de Marcelo, on peut parler aussi de Traoré, conspué, notamment lors du match retour contre Benfica, conspué parce qu'il avait fait une rentrée absolument affreuse contre Benfica. Cornet aussi a été très longtemps conspué, même si lui il dit que ses relations avec les supporters se sont apaisées. Que dire de Lucas Touzard, victime très régulièrement de montage de ses prestations, raté, toujours dans le mauvais sens, hein. Mais Traoré, moi j'ai cette image en tête, c'est quand il rentre contre Benfica, il rentre avec plus de volonté déjà, avec l'envie de marquer un but. Alors, non, je crois, le bus croit que je m'arrête, mais non, pas du tout. Voilà, il rentre avec l'envie vraiment de se rattraper et il met un superbe but. Et moi j'ai cette image en tête de tous ses coéquipiers se dirigeant vers le COP Virage Nord en montrant Traoré, en disant remerciez-le, applaudissez-le. Vraiment une communion entre les joueurs, une envie en tout cas de communion entre les joueurs et le public et le COP Virage Nord. Ça s'est un poil apaisé depuis. Mais vraiment, je reviens sur cette scène qui s'est déroulée après le match contre Leipzig. Parce qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments. Et RMC Sport a fait les coulisses. Je l'ai retweeté sur Twitter. Vraiment, les coulisses sont lunaires. C'est-à-dire qu'à la fin du match, les joueurs restent au milieu de terrain, entre eux. Ils discutent avec Garcia. Et Garcia leur demande d'aller saluer le public. C'est là où Memphis Depay, en tant que capitaine, intervient et dit « Coach, nous avons décidé de ne pas y aller. » Et là, chose assez hallucinante, Cornet arrive sur le côté et dit « Coach, ils nous ont sifflé, c'est pas grâce à eux qu'on s'est qualifié. » Et là, tous les joueurs ont l'air de faire bloc un petit peu. Mais Garcia les encourage absolument à aller voir le COP Virage Nord qui, on entend le son du capot du Virage Nord disant « Mais vous regardez cette scène les gones, regardez cette scène les gones. Nos joueurs qu'on a applaudis, on a chanté pour eux toute la rencontre alors qu'ils ont fait une mi-temps pourrie, ils ne viennent même pas nous remercier. Et regardez qui leur demande d'aller nous remercier, c'est le mec qu'on a sifflé et conspué à chaque fois que son nom était cité, Rudy Garcia. » Ouais, la scène était absolument lunaire. Et au final, Rudy Garcia arrive à négocier avec eux que les joueurs aillent applaudir les supporters au 18 mètres. Ça, c'est une chose que n'a pas accepté le Virage Nord. Voilà, les joueurs ont rapidement applaudi. Il n'y a pas eu de clapping, il n'y a pas eu de communion entre les joueurs et le COP Virage Nord notamment. Et ils se sont retournés. Et c'est là où un supporter lyonnais a sorti le fameux étendard Marcelo dégage. Memphis Depay l'a vu et là ça s'est envenimé tout de suite. Il a voulu en découdre avec ce supporter-là.
très touché. Il voulait défendre Marcelo. Ensuite, il y a une échauffourée qui éclate. D'ailleurs, les stadiers ne sont pas intervenus du tout, ce qui est très, très bizarre. C'est les joueurs un petit peu, les agents de sécurité qui ont retenu un peu tout le monde. Et puis, Marcelo, qui était mis au courant, qui était lui déjà rentré dans le vestiaire, mais il est ressorti pour aller lui-même en découdre avec les supporters, excéder des doigts d'honneur, etc. Memphis, dans son interview d'après-match, il semblait remonter, mais pour moi, il y a un petit peu de comédie aussi, il y a un petit peu de dramaturgisation, je sais pas si dramaturgie, ouais, on peut dire ça comme ça, il y a un peu de drame, on essaye de faire une pièce de théâtre dramatique, où il dit qu'il est tellement en colère, qu'il a les larmes aux yeux, en gros, mais qu'il arrive mal à comprendre ce qui s'est passé, et surtout qu'on n'imagine pas que les joueurs, dont lui-même, se sont fait cracher littéralement dessus. Bref, une réaction qu'on pourrait dire digne d'un capitaine, mais moi j'ai quand même en tête, les Gones, ce qui s'est passé l'année dernière quand il a craché sur le club, quand il a pissé à de nombreuses reprises sur le club. Moi ça, je ne l'ai absolument pas toléré. Je ne le tolérerai toujours pas. C'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge. C'est pour ça que j'ai du mal à voir la sincérité de Memphis Depay, même si, c'est vrai, il a envie de défendre son coéquipier. Je pense qu'il est proche de Marcelo. C'est soit un peu de cinéma, soit du franc-parler, soit le mélange des deux. Mais j'ai du mal à cerner un petit peu ce que voulait faire Memphis Depay. Voilà. Mais ça n'engage encore une fois que moi. J'ai du mal à penser que Memphis Depay est totalement sincère. Même si on le voit un petit peu pleurer, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau. Je pense que c'est quelqu'un qui est émotif. Voilà, je ne sais pas cerner où est le vrai, où est le faux de Memphis Depay. Et puis, il y a cette réaction d'Anto Lopez. On lui demande aussi au micro d'RMC de se positionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se dérouler après dans cette affaire-là? Et moi, j'ai été très étonné le soir même quand j'ai entendu Anto Lopez ne pas défendre son coéquipier Marcelo. Je trouvais ça très bizarre parce qu'il faut bien se rappeler une chose, c'est que Anto Lopez, appartenait aux Bad Guns. Il a toujours été très très proche des supporters, des Bad Guns notamment. Et c'est l'un des seuls joueurs, avec Léo Dubois, à régulièrement aller saluer le public. La saison dernière, quand ça se passait mal, c'était aussi le cas. Et ce qui valide un peu ce que je vous dis, c'est les propos tenus par la femme de Marcelo, qui a dit que c'était pas tenable d'avoir un capitaine qui était lié de près ou de loin à un groupe de supporters. C'était absolument pas pensable d'avoir un capitaine qui était autant impliqué avec un groupe de supporters. Et elle a parlé d'égo et de vanité même. Elle va très très loin sans citer Anto Lopez. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie scission, moi je pense, au sein du groupe. Entre d'un côté les Brésiliens, Marcelo, peut-être Memphis Depay, les étrangers en général, et puis les Français, le reste, Anto Lopez, Léo Dubois, Martin Terrier. Je pense qu'il y a vraiment une scission. C'est quelque chose de très très compliqué à gérer pour Anto Lopez. Mais bon, à voir. Je me suis mis les gones à l'intérieur parce que j'ai pris une radée sur la tête. Je vous disais, oui, Anto Lopez, il est, je pense, le cul entre deux chaises. Un petit peu entre les pros Marcelo, les Brésiliens du vestiaire et puis le reste. Et je pense que tous ne sont pas d'accord sur la ligne de conduite qu'a tenue Marcelo. Alors il y avait des rumeurs en fin de saison en disant que Marcelo n'était pas très très apprécié dans le vestiaire, qu'il avait un humour en tout cas décalé, que c'était un gamin. Voilà, c'est vraiment ce qui est sorti un petit peu dans les médias. Je pense qu'il n'est pas apprécié vraiment de tout le monde. Et vraiment que Anto Lopez, qui fait partie des vice-capitaines de Rudy Garcia, ne soit pas intervenu directement pour défendre son coéquipier, moi j'ai trouvé que c'était interpellant. Et au final, la story Instagram de la femme de Marcelo, elle confirme tout ça. Et je trouve que c'est très très grave. Alors bien sûr, la position de Marcelo, elle est intenable aujourd'hui. Il a demandé, soi-disant, pareil, il faut garder les pincettes, il aurait demandé à quitter le club, puisque évidemment, sa famille ne serait pas en sécurité, selon lui, et que sa position n'est plus tenable. On parle d'un retour à Beşiktaş en Turquie, mais c'est vrai qu'un point de non-retour a été atteint. Alors Jean-Michel Aulas a dit hier dans Team Duga qu'il recevrait Marcelo.
pour qu'il s'explique. Il y aura forcément des sanctions, peut-être financières, sûrement même financières. Le bad gun en question qui a brandi l'étendard, lui aussi, sera probablement sanctionné, peut-être en étant interdit de stade jusqu'à la fin de la saison. C'est possible, mais vous voyez, ce contexte hyper tendu, il révèle beaucoup de choses. Il révèle aussi, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé des bad guns, mais on peut parler aussi de ce qui s'est passé avec l'anniversaire de Lyon 1950. C'était pendant OL OGC Nice. Et un fait a été particulièrement décrié, surtout par la direction lyonnaise. C'est le fait que la deuxième mi-temps a été retardée. En cause, eh bien, le fait d'avoir allumé 80 fumigènes et 3 pots de fumée qui a rendu l'atmosphère irrespirable et qui a surtout bien dégradé les conditions de jeu. Et là, il y a eu vraiment intervention du board de l'Olympique Lyonnais, des patrons, qui alors, notamment Jean-Michel Aulas, qui a trouvé ça inadmissible d'avoir perturbé le jeu, alors que l'OL avait fait un pas envers ses supporters en mettant notamment l'insigne de Lyon 1950 sur le maillot des joueurs notamment. Mais qui a laissé rentrer ces 80 fumigènes et ces 3 pots de fumée? Voilà, je pense que moi, il y a eu vraiment un accord tacite entre Lyon 1950 et le club. Et Jean-Michel Aulas a été un petit peu hypocrite là-dessus, parce que, rappelez-vous, quand il y a eu l'anniversaire des Bad Guns, il avait bien craqué un fumigène pour fêter cet anniversaire-là. Donc vous voyez, on décrit un petit peu l'utilisation de fumigènes, on décrit un petit peu ce mouvement ultra, mais sans ce mouvement ultra, sans ces objets pyrotechniques qui sont dangereux au demeurant, eh bien il n'y aura peut-être pas autant de fêtes dans les stades. Et je crois que c'est le symbole aussi de cette ferveur populaire. Ça fait partie vraiment, au final, de l'identité des ultras. Le communiqué du club était cinglant par la voix de son directeur de la communication, nouveau directeur de la communication. Le club regrette l'attitude incompréhensible et regrettable des supporters du Virage Sud. Tout avait été préparé en amont pour faire en sorte que cette soirée d'anniversaire se passe de la meilleure des façons. Il y a eu des débordements inacceptables qui ont pénalisé l'équipe. Ça fait mal, hein, ça fait mal quand même. Et puis, comment aussi ne pas parler de la relation entre Bruno Genesio et les supporters lyonnais durant 3 ans, notamment les Bad Guns, parce qu'on en revient toujours aux Bad Guns, qui ont réclamé plusieurs fois son départ via des banderoles ou même des communiqués. Je vous rappelle ce communiqué. Nous estimons, comme nous l'avons déjà affirmé la saison passée, que seul le départ de Bruno Genesio pourra permettre un climat plus serein autour du club. Et sans sérénité, notre club ne pourra retrouver les sommets auxquels il est destiné. Eh bien, aujourd'hui, ça fait pchit. Bruno Genesio est parti et nous sommes dans une guerre ouverte entre le club et les supporters et rien ne s'arrange. Et le club ne retrouve pas les sommets, même si nous sommes qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et que c'est très bien. La relation s'est clairement dégradée entre le club et les supporters. Lui, Aulas, à l'époque, il avait répondu quelque chose qui est très intéressant et aujourd'hui, ça résonne beaucoup, je trouve, dans ce qui se passe. Il dit, on est dans un club parmi les plus importants d'Europe, ce ne sont pas les supporters qui décident de la gouvernance des clubs. Je n'avais pas vu cette déclaration, celle des Bad Guns en l'occurrence. Elle me surprend parce qu'en général, on a des relations d'échange. Il continue, il dit, chacun a le droit de s'exprimer, mais quand il y a une ouverture comme je l'ai faite pour pouvoir échanger, il vaut mieux, connaissant ma manière de diriger, attendre la réunion avant de s'exprimer. Je peux vous dire qu'à partir du moment où j'avais offert la possibilité à certains groupes de supporters de pouvoir échanger sur les critères nous permettant de prendre une meilleure décision en fin de saison, tout le monde a le droit de s'exprimer. Par contre, sur le plan de la gouvernance du club, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les dirigeants majoritaires qui investissent beaucoup de leur argent, de leur passion et de leur temps qui dirigent. Il peut y avoir un échange, mais après les décisions sont prises comme depuis 32 ans à l'Olympique lyonnais. 6 mois plus tard, c'est loin d'être le cas. L'histoire semble se répéter et toujours un petit peu ce qui fait aujourd'hui réagir. Ce qui me fait réagir, c'est que Jean-Michel Aulas met en avant les actionnaires. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident de ce qui se passe dans ce club. C'est eux qui décident du changement d'entraîneur, de la tête à avoir
de la tête du nouvel entraîneur. C'est pas Juninho, c'est pas Jean-Michel Aulas. Ceux qui ont le dernier mot, ce sont les actionnaires. Ceux qui mettent beaucoup d'argent dans le club. Au final, c'est une question, bien, vous voyez, de boursicotage. C'est une question financière. Je crois que les supporters aujourd'hui n'ont pas beaucoup de poids. Même si aujourd'hui, je crois que les réseaux sociaux, notamment Twitter, a pris une importance capitale aujourd'hui dans les messages à faire passer. Ce sont des messages souvent très durs, très très durs, surtout en ce moment. La moindre communication du club est victime d'insultes à tout va. Je crois que la communauté populaire de Twitter, parce que même si elle ne représente pas la majorité des supporters, en tout cas, elle fait grand bruit. Et même si on peut penser que Twitter ne fait pas la loi, vous savez, Jean-Michel Aulas, il communique que sur Twitter. Quand il a des choses à dire, il s'est attaqué à Duluc sur Twitter. Quand il s'était attaqué à certains supporters, c'était sur Twitter. Même si aujourd'hui on veut rejeter un petit peu cette dictature des réseaux sociaux, eh bien on y est attentif, on y est très attentif. Je vous rappelle que quand il y a eu vraiment ces grosses tensions avec Bruno Genesio, il y a eu beaucoup de supporters de Tweetos, si je puis dire, qui ont été bloqués par l'institution OL, qui ont été bloqués par Jean-Michel Aulas, vraiment pour leur montrer qu'en gros, ils étaient blacklistés. Ça montre que voilà, il l'a dit clairement, Jean-Michel Aulas. Je pense qu'il est toujours sur cette même ligne de conduite. On a le droit de s'exprimer, mais ce n'est pas les supporters qui décident. Alors, il a toujours dit que les supporters faisaient partie intégrante de la vie d'un club, que c'était eux qui animaient ce grand stade. Effectivement, ça, il faut le dire, parce que les Bad Guns et Lyon 1950 et tous les autres grands groupes de supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont jamais lâché les joueurs, malgré le fait qu'ils n'aient pas tout donné, qu'ils ne mouillent pas le maillot, qu'ils soient des mercenaires. Le communiqué des Bad Guns juste avant Leipzig, c'était on se rejoint à 20h et on commence à gueuler, à hurler, à chanter dans les coursives du stade, vraiment pour faire monter l'ambiance. Et je peux vous dire, moi, pour avoir été au virage nord contre Leipzig, ils ont chanté du début à la fin. Vraiment, vraiment, ils ont mis une ambiance extraordinaire. Je parle beaucoup des BG, mais je parle de Lyon 1950 et tous les autres groupes de supporters qui ont vraiment, vraiment mis le feu au stade. Donc aujourd'hui, on ne peut pas cracher sur les supporters, cracher sur le COP Virage Nord. C'est ubuesque pour moi, c'est ubuesque. Bien sûr, le supporter qui a brandi Marcelo dégage, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. C'était de la provocation peut-être de trop. Après, le problème de ces groupes de supporters, c'est qu'ils sont souvent très très éméchés. Et derrière, eh bien, il n'y a pas la lucidité nécessaire. Et puis, il y a beaucoup trop d'émotions, beaucoup de désinhibition, j'espère qu'on dit comme ça, de désinhibition, qui fait qu'on arrive à tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin de ces groupes de supporters pour animer le stade. Jean-Michel Aulas le reconnaît. Il facilite aussi les abonnements pour tous les COP. Le prix des abonnements est dérisoire. Je crois que c'est quelque chose comme 150 €. Donc c'était très bien négocié. Il permet aussi au virage de créer des tifos, des beaux tifos, voilà, de faire rentrer des tifos. Alors bien sûr, il faut aussi accepter que ces supporters aient leur mot à dire et que si il faut siffler, eh bien nous sommes tous en droit de siffler quand la prestation est mauvaise. Et ça aujourd'hui, les joueurs ne sont pas prêts à l'accepter parce qu'il y a un problème d'ego aussi. Il y a un problème d'ego. Et ça, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est sur vraiment le fait que les joueurs soient connectés à leurs supporters. Aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre la plupart. Je ne vous mens pas, dans leur contrat, ils ont une prime d'éthique qui leur stipule en gros d'être respectueux envers le supporter, de s'arrêter de temps en temps à la sortie de l'entraînement pour signer des autographes. Et encore, on sait très bien qu'il y a un roulement entre les joueurs pour savoir ceux qui s'arrêtent. Ils ne le font pas vraiment de bonne volonté, ou en tout cas très peu s'arrêtent de bonne volonté. On peut citer Anto Lopez, on peut citer Léo Dubois, on peut citer aussi Raphaël. Parmi ces joueurs-là, très sympathiques, mais le reste n'en ont clairement rien à foutre. Et c'est ça aujourd'hui qui agace. Combien de fois j'étais à l'entraînement et combien de fois j'avais des enfants à côté de moi, des familles qui venaient de très très loin pour avoir un autographe et ils voyaient les voitures des joueurs défiler devant eux sans rien, sans un regard. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche aussi à ces joueurs, c'est qu'ils, à peine ils applaudissent leur public. C'est une obligation pour moi. C'est une obligation. Vous gagnez des sommes phénoménales. Le sport que vous pratiquez est un sport populaire.
avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Ils rêvent grâce à vous, donc vous devez les respecter. Ils achètent des maillots, ils achètent des écharpes, ils achètent des places au stade. Ce n'est pas normal, cette attitude-là. Et effectivement, aujourd'hui, dans cette guerre entre supporters et joueurs, il y a un petit peu ça. Il y a ce Roland-là, en leur disant « Oh, réveillez-vous les gars ». On n'est pas des simples objets, on n'est pas des simples citoyens qui achetons nos places comme des gogos. On attend de vous, vous les héros, nos enfants, on attend de vous que vous soyez irréprochables et que vous montriez une image de sympathie. C'est ça, aujourd'hui, il y a un trop grand décalage entre les supporters et les multimillionnaires qui sont sur le terrain. C'est pour ça que c'est ça aussi que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est ce gros décalage entre les joueurs, que ce soit même aussi le board. Le board lyonnais, aujourd'hui, je pense qu'ils vivent dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Ils ne prennent pas en compte, on dirait des politiques, ils ne prennent pas en compte la colère et la frustration des supporters qui, il faut le dire, broient du pain noir depuis des années, que ce soit avec Genesio, que ce soit au début avec Silvinho et aujourd'hui avec Garcia. C'est très compliqué. On voit un niveau de jeu qui est famélique. On voit des joueurs qui n'ont pas envie d'être là pour certains, qui choisissent leur match. Et puis une politique du club de trading. Le club vraiment veut faire de la plus-value, vend ses meilleurs joueurs et fait du trading avec ça. Donc tout ça, c'est un ras-le-bol. Ça nous a empêché en partie de fêter dignement cette qualification. Parce que oui, on a galéré sur le terrain. Certes, les joueurs nous ont apporté des émotions, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. On veut un état d'esprit irréprochable, on veut surtout de l'authenticité. Et c'est ça aujourd'hui qui est responsable de la fracture avec les supporters, c'est qu'on veut des joueurs authentiques qui soient vrais. Alors, je veux bien que Memphis aille devant les caméras, montrer qu'il est en colère, qu'il défend son club, qu'il dit que c'est inadmissible de jouer dans ces conditions-là, mais je ne sais pas s'il s'imagine. Mais en Turquie, dans des ambiances hyper compliquées, que ce soit même à l'Olympique de Marseille en France, quand il n'y a pas de résultat, c'est une très grosse pression que les supporters donnent aux joueurs. Donc aujourd'hui, il faut accepter quand vous êtes footballeur de prendre cette pression populaire, cette pression du supporter, elle est tout à fait normale. Bien sûr, il ne faut pas aller dans l'excès, il ne faut pas aller dans les crachats, les insultes, etc. Mais en tout cas, les joueurs doivent rendre des comptes aux supporters, c'est tout à fait normal. Voilà les gones, c'était un petit peu un coup de gueule, donc je ne dis pas qui a tort, qui a raison, je dis juste que aujourd'hui, les joueurs doivent être beaucoup plus respectueux, les joueurs et les dirigeants doivent être beaucoup plus respectueux de ce qu'est le supporter. Et aujourd'hui, croyez-moi de mon expérience, c'est bafoué complètement et c'est bafoué depuis des années. Nous avons l'image d'un club bourgeois, d'un club très fermé, très peu de gens peuvent y pénétrer et vraiment on a beaucoup de travail pour changer d'image. Je reviens sur l'interview de Franck Tapiro que j'avais faite il y a quelques mois où il dit que l'identité du club, l'image de l'Olympique Lyonnais était très détériorée, que l'image n'était pas assez forte. Eh bien, je suis complètement d'accord avec lui. Aujourd'hui, il y a un grand coup de balai à faire, de partout, à tous les étages. Aujourd'hui, il y a un grand coup de balai à faire, il faut le faire. On doit partir d'une page blanche pour vraiment atteindre les sommets. Il y a une demi-saison encore qui nous attend et je pense qu'on a le temps de faire changer les choses, mais il va falloir une prise de conscience collective très forte. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous avez le droit de tout mettre en commentaire comme d'habitude. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de me faire confiance, de me mettre des pouces. Ça me fait très plaisir, ça me permet aussi d'avancer. Donc c'est vraiment, je vous remercie énormément et on se retrouve demain pour l'avant-match du match contre Rennes. À très vite les gars. Ciao, bonne soirée.